Le thon est l'un des poissons les plus consommés en Nouvelle-Calédonie. En salade, en sashimi, grillé au barbecue ou en sauce, le thon, c'est toujours bon. Il est le principal poisson pêché par les flottilles hauturières calédoniennes, environ 2500 tonnes par an. Nous allons suivre les équipes de la CPS en charge de la pêche, de l'aquaculture et des écosystèmes marins dans leur collecte d'échantillons d'organes de thon pêché, également dans le suivi des traitements des informations au niveau scientifique et pour les décideurs du Pacifique. Derrière moi, l'un de leurs partenaires, le Yellowfin, qui revient justement d'une courte session de pêche en haute mer. Allons voir la cargaison qu'il ramène. Je m'appelle Mata Ilasone. J'ai fini la mer en 82 et j'ai commencé la pêche en 83 avec les Japonais. Ils m'ont vraiment appris ce métier. Parce que quand j'ai travaillé dans le bateau, j'étais matelot. Après, j'ai commencé là à travailler le poisson à ma première campagne parce qu'ils ont cherché un Calédonien pour travailler le poisson avec leur frigoriste, des Japonais. Et c'est là où j'ai appris, où j'ai aimé vraiment travailler le poisson, quoi. Il faut vraiment savoir travailler, comme ils m'ont expliqué la façon de travailler. Le plus important, c'est tuer avec le fer et piquer avec le tige là, pour tuer. Parce que le poisson, même tu piques, mais il n'est pas mort. Il faut savoir là où il faut saigner, et saigner parce que c'est là où tu vas avoir la qualité. Ouais, j'ai 3 viviers que j'ai remplis en haute mer. Et là, je fais des centres à zéro moins intégrés. Une fois que j'ai fini de nettoyer mon poisson, j'attache une corde sur la queue, après je laisse pendu sur le téton, le vivier, quoi, sur l'autre mer, quoi. Les poissons que je suis, qualité pour qualité sashimi pour la vente fraîche à terre, je carte en frais, mais tout le reste je mets en longe pour congeler sur une cale, sur un tunnel qui est à moins 40. On passe d'abord ici au tunnel, après on fout dedans. Là c'est mis en l'eau. Quand nous on arrive à quai, si c'est des petits poissons de 20 à 30 kilos, on peut soulever à la main. Mais si jamais ils sont plus gros que ça, on soulève avec une grue qu'on a à port pour soulever le thon, quoi, pour éviter que ça esquinte avec le port, quoi. Et dès que je rentre, j'envoie les résultats de toutes les espèces que je trouve, même les requins, les ponites, toutes sortes de poissons qu'on attrape, les positions au travail. J'envoie directement à la CPS et là, les affaires maritimes avec mon patron, ils rentrent directement sur les tonnes. Déjà, le capitaine revient à quai, on discute sur la marée, comment elle s'est passée, et ensuite il se connecte à Internet pour envoyer la fiche réglementaire à la CPS et puis aux affaires maritimes. C'est une fiche de pêche informatisée avec sa petite tablette, et voilà, avec quantité de poissons, le poids pêché, les lieux de pêche. Je reçois effectivement toutes mes quantités de pêche. Je reçois aussi le nombre d'hameçons qu'il a lancé. Et puis ensuite, je peux aller dans les détails, l'emplacement exact. C'est ce qui m'intéresse aussi pour... voilà, je me fais mes petits stats perso. Ouais, ça marche super bien. Vraiment, je suis content de ce logiciel. Il est vraiment performant. Il y a encore des choses à faire. On travaille d'ailleurs avec l'équipe d'informaticiens là-dessus. Et, ouais, c'est vraiment intéressant. Voilà, c'est une toute petite campagne, ça reflète pas vraiment ce que je voudrais, mais ça me permet, ces informations me permettent en fait d'extrapoler sur les prochaines pêches. Je sais qu'à cet endroit, pendant cette période, l'année prochaine, je le renverrai parce que j'ai récupéré ces poissons-là. Ce qui a changé pour moi dans le métier, c'est que les poissons, pour moi, ça diminue. Au début, on a pêché pas loin de la Calédonie, on voit la terre. Et maintenant, il faut aller jusqu'au Chesterfield, jusqu'à la limite avec l'Australie. Je ne sais pas si c'est changement climatique ou quoi, mais pour moi, il diminue, quoi. Avant, c'est vraiment bon pour nous, parce que quand nous, on part, des fois, on fait 8 pêches et puis on rentre avec 1000 et quelques pièges, quoi. Jusqu'à maintenant, c'est vraiment dur maintenant, quoi. Si tu arrives au moins à attraper 400 à 500 poissons, c'était déjà bon. Hein. Toute ma vie, j'ai fait que ça. J'étais passionné par ce boulot.
Ça s'est fait en 2014 où ils sont venus à l'usine pour venir chercher des prélèvements sur des poissons frais. Donc l'avantage que l'on a nous avec notre Yellowfin, c'est qu'on a les cuves, les fameuses cuves à Saumur, c'est des bassins qui font 18 000 litres et on en a 3 comme ça. Et ça permet de garder en mer des poissons en entier dans les viviers, dans leur milieu naturel à moins 1 degré. Ces poissons, quand ils arrivent à quai, ils sont ensuite traités dans le laboratoire. Et dans le labo, c'est un laboratoire avec l'agrément d'hygiène calédonien et surtout avec tout le matériel, ce qui permet de récupérer en fait pour les scientifiques de la CPS des otolithes, prendre toutes les mesures, faire leurs études sur des poissons qui sont extra frais et de super qualité. Et depuis quelques années, on a développé une application qui s'appelle Onshore, donc à terre, qui nous permet en fait de saisir les informations liées à l'échantillonnage biologique directement dans l'application sur une tablette. Pour l'équipe de la CPS, la collecte d'échantillons commence. L'échantillon, le numéro d'échantillon, et ici on va choisir donc le sexe, etc. et la façon dont on va collecter, donc tout est en anglais, désolé. Et là, Malo, en fait, il a mesuré le poisson, on récupère la tête. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On pose la tête sur la mâchoire. Je vais prendre l'épine dorsale. Donc on récupère l'épine dorsale, parfois on la récupère directement sur le poisson. Voilà, je crois qu'on a fini. Donc là on a un mâle. Donc on identifie le sexe, c'est un mâle. On le marque ici, mâle. Et on va peser. Donc je vais retirer la petite peau qui est au bout, qu'on ne pèse pas, qui fait pas partie du système reproducteur. Donc ça c'est un petit mâle, hein. Il n'est pas encore mal. Voilà. Je vais le peser, donc ils sont sympas, ils nous laissent leur balance. Du coup 10 grammes. Nickel. 10 grammes. Ouais, 10 grammes. Moi je viens de saisir la donnée ici. 10, next. Voilà. Le numéro de l'étiquette qui est P5999. On va aller chercher la partie la plus large. Alors comme c'est des toutes petites gonades, c'est un petit peu plus difficile de la placer ici. On va placer dans la cassette. On essaye de placer au milieu. On la replace par-dessus. On va la placer, après on le mettra dans le formol. Parce que c'est assez toxique, donc on fait attention des manipulations. Il ne faut pas mettre du formol partout. Donc on fait ça en général vers la fin. Donc là, je vais simplement retirer la peau supérieure et aller chercher une section ici de muscle directement dans cette zone-là. C'est tout simple. Là, on place dans le sac plastique toujours avec une étiquette. Voilà. Le restant de gonade, on le place aussi. Avec toujours le label visible. On referme les sacs, tac tac. Il nous manque donc l'épine dorsale, ici. Et après, on échantillonnera l'otolithe vers la fin quand on a un peu plus de temps. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on place le label sur la tête du poisson. Hop. Donc là on a un petit peu de répit parce que maintenant ils vont découper les longes. Il n'y a plus de poisson qui va être complètement découpé. Donc on va en profiter pour faire le plus dur, l'extraction des otolithes qui sont à l'intérieur de la tête du poisson. Donc là on se sert de pince et d'un container à paille. Je vais devoir sectionner la tête juste au-dessus pour aller chercher les otolithes qui sont à l'intérieur. Ils vont se situer juste là, dans cette partie ici de la tête. Le poisson, pour éviter qu'il souffre, les pêcheurs vont de suite le piquer sur la tête. Le fil est passé dedans, mais parfois ça abîme les otolithes. Donc on va voir si on va pouvoir les collecter aujourd'hui. Il y avait d'autres bateaux qui pêchaient avec vous là? Donc ici, en fait, je suis au niveau du cerveau
du poisson. Les otolithes vont se situer de chaque côté. Je vais retirer le cerveau. Et en fait, je vais aller chercher ces petites spaghettis là, en fait, qui est l'oreille interne du poisson. Voilà. C'est ça que je vais retirer. Je vérifie, parce que parfois l'otolithe part avec. Donc ça, c'est un canal, c'est l'oreille interne du poisson. Et là, j'ai un trou en fait. Il y a un trou qui s'est formé ici. Donc là, effectivement, l'otolithe, il n'est plus dedans. Là, il n'est plus dedans. Donc il doit être parti. Il est là, l'otolithe. Il est déjà sorti. Donc il est sorti avec toute l'oreille interne. Il est là. Ce petit os là, qui a été abîmé pendant la mise à mort du poisson. Donc là, il y a le bout en fait qui est cassé. Si je regarde bien, normalement... Alors attends. Je vais retirer de la peau. Voilà. Tu vois là, il manque une petite pointe. Ensuite au laboratoire, on va aller passer dans un bain sonique qui va enlever complètement tout le sang présent, toutes les bactéries. Et je mets ensuite mon label à l'intérieur. Voilà. Alors ici, là, on a le temps maintenant, c'est un petit peu moins rush. Je vais les placer à l'intérieur sans respirer. Tac, et je vais refaire. En fait, lorsqu'on est deux comme ça peut être plus rapide, c'est plus facile, c'est moins intense, mais il y a des fois où je fais le travail toute seule. Et là, par contre, il faut un peu speeder, surtout quand le poisson il est découpé. Donc là, on est assez au calme, mais il y a des moments où le travail est assez intense. C'est vrai qu'on travaille beaucoup avec Albacor, c'est un réel privilège. On a notre petit coin, nos échantillons, qui doit faire à peu près 5 degrés. Et ensuite, nos échantillons, on les place dans la chambre froide, qui est à peu près aussi à 1 degré. Donc ça nous permet ensuite d'avoir des échantillons de qualité quand on les ramène à la CPS. Donc voilà les données de l'échantillonnage qu'on a collectées sur notre application. Quand on aura fini, on viendra télécharger nos données vers la base de données régionale TAFMAN 2 dans laquelle sont conservées toutes les données. Donc on a pu voir aujourd'hui, on a collecté les gonades, qui sont les œufs ou les organes masculins des poissons. On a collecté les muscles, les otolithes, l'épine dorsale. On a besoin d'échantillons pour mieux connaître le thon, comprendre sa biologie. Ça peut être sur des études de mercure, comme ça peut être sur des études de croissance. Donc on le fait dans tout le Pacifique. On a aussi des équipages qui partent en mer, où on va faire des campagnes de marquage de thon aussi. Et là, c'est l'opportunité de pouvoir collecter tous ces échantillons. C'est vraiment un métier qui est dur. Il faut être vraiment passionné par ce métier pour tenir le coup. La société Albacor est un partenaire actif de ce programme de surveillance du thon qui est géré par la CPS. Créée en 1947 lors de la Convention de Canberra, la communauté du Pacifique, plus connue sous le nom de CPS, regroupe 26 États insulaires du Pacifique. Son rôle est de veiller au bien-être économique et social et au progrès des populations de la région. Aujourd'hui, nous nous intéressons au service des pêches, aquaculture et écosystèmes marins en charge de la surveillance des populations de thon du Pacifique. Et bien là, je viens de recevoir la fiche de pêche que Swané vient d'envoyer. Donc il a dû appuyer sur le bouton il y a quelques secondes. Donc la donnée, elle est directement disponible pour moi à la CPS. Elle est disponible aussi aux affaires maritimes de Nouvelle-Calédonie et la compagnie de pêche du Yellowfin y a accès aussi. Donc tous les trois, on voit la même chose en se connectant sur l'écran. Je suis responsable du développement des systèmes et donc ma mission, c'est de s'assurer qu'on produit des systèmes d'acquisition, d'analyse et de distribution de la donnée qui sont performants. En fait, il y a plusieurs jeux de données dont on va avoir besoin pour créer cette donnée optimale. Donc il y a la donnée de la fiche de pêche du capitaine. Parfois même, il y a un observateur sur le bateau qui lui note beaucoup plus d'observations, puisque c'est normal, le capitaine il est occupé à pêcher. Lui, l'observateur, il ne fait que noter des observations. Pareil, ça va aller dans la même base de données. On a les données de débarquement, ce sont les données de capture totale, et on a les données d'échantillonnage, ce que font en ce moment Malo et Caroline. Dans la base de données dont je parle précédemment, on va en fait noter tous les différents organes qui ont été prélevés,
Comme ça, on pourra ensuite faire un retour, par exemple, à l'industrie. On pourra leur dire, voilà les organes qui ont été prélevés, les animaux qui ont subi un échantillonnage biologique, qui ont été pêchés par un bateau de votre compagnie de pêche, par exemple. Alors là, je suis en train de faire l'inventaire des échantillons qu'on a collectés au port ce matin. Là, par exemple, on a un kit complet de ce qu'on a collecté, un morceau de muscle, les gonades, donc l'organe reproducteur. Donc là, on peut voir que c'est une femelle, l'épine dorsale, et dans ce petit tube, on a les otolithes qui nous permettent de déterminer l'âge du poisson. Une fois qu'on revient, on se garantit qu'on place les échantillons au bon endroit. C'est important qu'on sache d'où viennent nos échantillons. Donc on est le 29/07/2021. Donc lorsqu'on met PSA, on sait que c'est du port sampling, donc de l'échantillonnage au port, NC pour la Nouvelle-Calédonie. On va mettre tout ça dans nos congélateurs. Celui-là, on va le remettre sous la hotte. Ces échantillons-là vont figurer dans notre banque d'échantillons marins du Pacifique. Donc on a vérifié nos données, elles sont correctes. On va terminer notre échantillonnage et on va télécharger les données. Et voilà, il nous dit qu'on a réussi à envoyer nos échantillons. Ce matin, on a utilisé notre application Onshore pour collecter les données de l'échantillonnage. J'ai ensuite téléchargé les données sur notre base de données Tofman 2 et maintenant, je suis en train de vérifier qu'elles sont bien là, elles sont accessibles. Donc on a à la fois les échantillons dans le congélateur, on a les données qui sont disponibles. Les sacs qui sont numérotés et qui vont contenir en fait tous les échantillons ici congelés. Ici, voilà, on voit ce sont des gonades. Donc là, c'est des mâles. Là, le code nous indique que c'est des échantillons qui proviennent de l'échantillonnage au port en Nouvelle-Calédonie. La banque d'échantillons, elle a commencé en 2001 avec les premiers échantillons qui ont été commencés à être stockés. Il y a un certain nombre d'échantillons que l'on va stocker congelés. On a des congélateurs à -20, des congélateurs aussi à -80. Qui permettent de conserver sur la durée les échantillons. Il y a certains éléments aussi qu'on va conserver soit dans l'alcool, soit dans la paraffine. Enfin, il y a différentes méthodes de préservation des échantillons en fonction du type d'échantillon, en fonction de ce qu'on veut faire avec. Et l'idée, c'est vraiment de construire une banque dans la durée et d'avoir des échantillons disponibles vraiment sur le long terme. La Banque d'échantillons marins du Pacifique, créée en 2001, regroupe la plus importante collection mondiale d'échantillons de thon. Cela représente plus de 140 000 échantillons, prélevés sur 42 400 poissons, au cours de 1450 saisons de pêche dans le Pacifique. À ce jour, 46 500 analyses scientifiques ont été faites pour servir à des études. Comme celle réalisée en 2018 sur l'évolution de la pollution de la chair de thon par les métaux lourds, dont le mercure. On a démarré cette étude parce que certaines études faites par d'autres équipes dans d'autres océans montraient vraiment une variation. Donc on a voulu savoir ce qu'il en était dans le Pacifique et en l'occurrence on ne voit pas vraiment de changement sur la durée. Il y a vraiment différentes sources et on connaît encore très mal le cycle de vie du mercure. Il y a clairement des sources d'origine, ce qu'on appelle l'origine anthropique, donc créée par l'homme, brûler de la forêt, utilisation du fuel pour les usines par exemple. Ça produit du mercure qui part dans l'atmosphère. Mais il y a aussi toute l'activité volcanique, donc qui est une activité naturelle qui va être une source de mercure. Il faut avoir une bonne connaissance du cycle de ces métaux, quelles sont les sources, comment ils sont transformés, comment ils peuvent rentrer. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est dans la chaîne alimentaire, dans le réseau alimentaire, donc dans le thon, puis malheureusement exposer l'homme à ce genre de contamination. Là, on a démarré des études sur la contamination en plastique. Donc actuellement, on travaille uniquement sur des nouveaux échantillons qui sont collectés parce qu'on a beaucoup de contraintes. Donc c'est des morceaux de muscles qui sont mis dans des bocaux en verre. Donc aucun contact avec le plastique. Et puis ensuite, donc, on les conserve à -80 parce qu'on a un meilleur taux de réussite des analyses. C'est beaucoup utilisé en milieu médical aussi.
Typiquement, en ce moment, le vaccin du Covid est conservé dans du moins 80. Ici, on a une boîte. Alors, Ethylix coruscans, c'est un vivano profond. Et donc, on a des otolithes ici de Tonga qui ont déjà été préparés. Donc, de l'otolithe, de la petite pierre blanche, là, on va la mettre en résine, puis la couper. Et on va la coller sur une lame pour pouvoir l'observer ensuite au microscope. Après, on va voir ces stries là qui montrent effectivement la croissance du poisson. Au fur et à mesure des années, on a développé des techniques pour extraire les otolithes en fonction des espèces, ce qu'on a fait ce matin au laboratoire d'Albacore. Je travaille à la CPS depuis 2004. Donc au début, je m'occupais de tout ce qui était identification des proies de thon dans les estomacs, bien entendu. Et puis par la suite, j'ai été catapultée dans le programme d'échantillonnage et de marquage de thon sur un poste international où je me suis occupée de développer tout ce qui était standard de formation pour les observateurs de la région, le PERFO, ainsi que toutes les formations pour les pêcheurs, les personnes qui partent au port. Et je m'occupe de tout ce qui est coordination de récupération des échantillons, de collaboration avec les industries. On a des manuels qu'on produit après à la CPS et ces manuels expliquent en fin de compte le but de notre travail et donnent des indications aux pêcheurs, aux observateurs sur les protocoles à mettre en place d'échantillonnage. Donc les échantillons, directement, on va les rentrer dans cette base. Donc on aura à chaque poisson, chaque échantillon qui va être répertorié. Et donc cette base est directement reliée à notre banque d'échantillons marins du Pacifique sur le site internet qui est disponible aux scientifiques à consulter ainsi qu'au public. My name's Graham Pilling. I work here in SPC in New Caledonia. I head up the Oceanic Fisheries Programme of the SPC. Our data goes back to the 1950s in terms of the catch information that we get from the fishing industry in the region. So over that period, fishing has increased, and in particular in the 1990s. That's had an impact on stocks, so the stocks have understandably declined from the levels that they were in 1950. And the key thing is going to be ensuring that management stays in place to ensure that they continue to be sustainably exploited and the members can get the benefits that they want from the fishery itself. It's the biggest tuna fishery in the world. It was 3 million tonnes worth of catch in 2019, worth just over $5 billion US. And if you look at some of the species that we look at, that annual catch with the fish put nose to tail would stretch from the Earth past the moon. So we're talking a considerable amount of fish. They're also a fascinating species because they move considerably all over the West and Central Pacific. So we're not looking at one individual spot, but the whole broad ecosystem as well. And they're just a fascinating fish to work on. Tuna. And it's also for this region. So this is the West and Central Pacific with New Caledonia located there. For New Caledonia it's important because it's a really good food source, but for some of our members it provides up to 95% of their government revenue in terms of the access to fishing by other vessels that they can then charge for. So it's a critical resource for many of the members, paying for schools, roads, hospitals. The range of pressures on the tuna stock and the ecosystem itself are increasing. We've had increasing focus on the plastics in the ocean, which has some implications for the quality of the fish that is being eaten. We've got the issues of climate change, which for some of the members is absolutely massive in terms of sea level rise. Our focus is more on the impact on the tuna stocks, and the latest results that we've seen, that we've analysed and should be published in Nature Sustainability in the coming days, indicates that the tuna stocks are going to follow their preferred temperature and ocean
habitats further east as climate changes. And the issue with that is that will move some of the stocks outside the exclusive economic zones of the members and onto the high seas. This has real implications for them in the next 30 to 100 years. We are looking at the longer timescales in that, so we're looking at 2050, 2100 for those impacts to become clear. But that is something that we're looking into quite considerably, and the members have quite a focus on those results.